Bonjour et bienvenue sur RTL, Marc Fesneau. Sondage en berne, affaire Bétarame, majorité introuvable sur la fin de vie, idée de référendum qui semble faire pchit. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, avait coutume de dire Jacques Chirac. Est-ce que François Bayrou est en train de devenir chiracien malgré lui à Matignon? Mais tous ceux qui exercent le pouvoir finissent par avoir en tête cette maxime de Jacques Chirac, et en particulier quand vous êtes, qui est assez juste, et en particulier quand on n'a pas de majorité et qu'on est face à des déflagrations mondiales qui ont des effets très importants, une situation budgétaire qui est très difficile et un pays qui est singulièrement fracturé. Donc la question, c'est pas la popularité pour moi. C'est la fragilité peut-être? Est-ce que ça le fragilise, le Premier ministre? Non, je crois pas. Je pense que la situation est... Enfin, je suis président de groupe, j'ai été ministre, je vois comment fonctionne l'Assemblée. Nous sommes dans une situation fragile à l'Assemblée nationale, puisque on a une difficulté assez profonde à poser des débats d'abord et à trouver des solutions au travers des projets de loi. Et donc, il faut regarder ça avec à la fois modestie et en même temps avec une détermination. Il faut essayer d'avancer sur un certain nombre de sujets. Le temps qui reste et qui court d'ici à la présidentielle de 2027, parce qu'on peut aussi attendre et regarder ce qui se passe. Mais reconnaissons quand même, et c'est ce que disent beaucoup de Français d'ailleurs, que la situation est extrêmement difficile et que personne ne voit tout à fait le chemin à trouver sur les questions budgétaires, sur les questions de nature diverse qui sont devant nous. Beaucoup de députés disent que finalement le projet principal de François Bayrou, c'est d'essayer de durer. D'où vient ce sentiment qu'ont certains de vos collègues députés, y compris dans le socle majoritaire, que ce Premier ministre ne fait rien, qu'il gère son temps? Mais je trouve ça très inexact, pour être très honnête avec vous et avec ceux qui disent ça, parce que on a un peu oublié, on a tendance un peu dans la vie politique à oublier les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je rappelle que nous sortons d'un mois de décembre où nous n'avions pas de budget, il y a un budget, nous sortions d'une question qui était posée au cours des retraites, sur la question des retraites et qui est en cours. Nous avions une question qui est posée pour le budget 2026 et qui est en cours. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels Bayrou a fait des propositions. C'est comme avoir l'électricité, c'est quand même la base. Oui, mais je rappelle que nous n'avions pas l'électricité. Au mois de décembre, au mois de janvier, nous n'avions pas l'électricité. Enfin, faut pas oublier ça. Et je rappelle par ailleurs que Bayrou a ouvert le champ avec des solutions qui manifestement prennent en tout cas dans ceux qui sont concernés, pour ceux qui sont concernés autour des questions de santé, au sujet des questions d'enseignement. On est en train, alors, je comprends, mais on est en train de raccourcir le temps. Je rappelle que Édouard Philippe a été Premier ministre 3 ans. Jean Castex a été Premier ministre 2 ans. Édouard Philippe est nommé en mai, je pense que les premières mesures arrivent en septembre et octobre et qu'à l'époque personne n'avait dit, et à juste titre, qu'il ne se passait rien dans la vie politique. Le temps politique, il nécessite, je suis un élu local, je suis un élu national, il nécessite un peu de temps et donc je comprends les impatiences, mais... Je vais vous citer un député macroniste dans le Figaro ce matin. Si le gouvernement faisait le boulot, le président n'aurait pas besoin de reprendre la main, allusion à l'émission. À l'émission de ce soir. Oui, non, d'abord... Elle vous gêne cette émission ou pas? Est-ce que c'est... Non, non, que le président s'exprime et que de temps en temps il puisse ponctuer la vie politique de ce qu'il a à dire sur les sujets internationaux et sur les sujets... Il y aura beaucoup de sujets franco-français. Et sur les sujets, ce que j'allais dire, domestiques ou français, je trouve que c'est plutôt bien. Pardon, je ne sais pas qui est ce député, peu importe. Il ne donne pas son nom, c'est ça. C'est souvent... Le courage en politique. Le courage en politique, c'est l'anonymat, généralement. Et c'est commode, l'anonymat, mais... le président de la République, il a continuellement parlé depuis 2017. Alors, peut-être que ce député pense qu'il y a un problème avec tous les gouvernements depuis 2017, auquel cas peut-être qu'il s'est trompé de majorité, mais la vérité, c'est que le président de la République parle dans nos institutions. C'est le seul qui est élu au suffrage universel par rapport au gouvernement. Mais est-ce qu'ils se parlent vraiment, le Premier ministre et le président? Oui, ils se parlent. Parce que sur la course à l'échalote des référendums, vous comprenez quoi, vous? On en est où, là? Il n'y a pas de course à l'échalote. Je pense que... D'abord, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un sondage qui est sorti sur le sujet. Je pense que les Français ont envie d'être consultés. En tout cas, c'est ce qui a l'air de s'exprimer. Ils ont envie d'être consultés sur des sujets qui soient des sujets de moyen long terme et des sujets solides. On va les appeler comme ça, puisque arrivent en tête les questions budgétaires, les questions de retraite, qui sont d'ailleurs d'une certaine façon liées, les questions d'immigration. Et donc, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse essayer, on verra ce que dit le président de la République, je ne sais pas ce qu'il dira, mais qu'on puisse ressaisir les Français de questions qui parfois ont été trop longtemps pendantes dans le débat. Et je trouve bien que Bayrou ait pu, à différentes occasions, poser les jalons de ce qu'est le débat budgétaire et de ce que sont... Justement, sur le budget, il a dit qu'il voulait réfléchir à un référendum sur les finances publiques. On en est où de cette idée-là? C'est fini? C'est Macron qui a repris la main? Pour moi, elle n'est pas finie. On verra ce que dira le président de la République. Mais je trouve que l'idée de saisir les Français, on voit bien qu'il y a une situation de blocage. À l'Assemblée nationale, tout le monde dit qu'il faut faire des économies. Et quand vous votez le budget, ça se termine toujours avec des dizaines de milliards de plus de dépenses. Donc, alors, soit nous sommes tous schizophrènes, soit nous avons un problème de responsabilité collective à prendre. J'ajoute que dans la plupart des cas, depuis ces derniers temps, c'est par un 49.3 qui n'est pas un processus le plus abouti du débat parlementaire. Même si c'est une prérogative législative de voter le budget. Oui, et sauf qu'on s'en est privé par le 49.3 à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de budget, sinon.
Vous aimeriez que le chef de l'État reprenne cette idée de référendum? Moi, j'aimerais beaucoup, parce que je pense que c'est une idée... Alors, en plus, on peut avoir deux voies, c'est-à-dire la voie article 11, politique économique, sociale et environnementale, ou la voie article 89, ça serait plutôt la règle d'or qui viserait à dire on ne peut pas avoir un déficit structurel ou conjoncturel plutôt structurel de plus de temps. Et je trouve ce qui revient un peu à dire il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, non? Parce que la règle d'or... Non, parce que, la règle d'or en Allemagne qui a été votée, alors ça a été parfois trop contraignant en Allemagne, et pour le coup, ils ont été obligés de desserrer, mais il y a longtemps qu'ils avaient cette règle d'or, elle a permis de faire en sorte que déjà on commence par poser le débat en disant on ne fait pas n'importe quoi en termes de finances publiques. Et ça permet, parce que quand c'est constitutionnel, c'est l'article 89, c'est plus important. Donc, moi je trouve que ça serait intéressant. Nous n'arrivons pas depuis que Bayrou est là, pas depuis que Barnier était là. Enfin, la règle d'or, on en parlait sous Sarkozy, je crois. Oui, mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait même eu un vote, une esquisse de vote à l'Assemblée nationale. Oui, mais depuis Sarkozy, on ne va pas faire grief au président Sarkozy, même avant, ça fait 50 ans qu'on n'a pas voté un budget en équilibre. Depuis 74. Il faut qu'on se pose... Voilà, 50 ans. Marc Fesneau, demain, le Premier ministre sera entendu par la commission parlementaire née du scandale Betaram. Est-ce qu'il va jouer son poste? Non, il ne joue pas son poste. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que sinon, ça voudrait dire que certains veulent en faire une instrumentalisation politique. Et on voit bien que M. Vanier fait ça depuis le début. Président de la commission. Président de la commission d'enquête. Je n'ai pas envie de lui faire une promotion inutile. Je suis certain, pour connaître quand même bien François Bayrou, qu'il viendra éclairer les faits, il viendra dire ce qu'est la vérité des faits, ce qu'il savait, et ce qui par nature... Vous êtes certain qu'il n'a pas menti sur le sujet? Je suis absolument certain. Parce qu'il affirme qu'il ne savait rien, qu'il n'a jamais été informé de quoi que ce soit, sauf qu'un ancien juge, un ancien gendarme... Mais je crois qu'il va répondre point par point à tous ces éléments. Une professeure jouée en tête ont déjà été entendus sous serment par cette commission et on contredit le Premier ministre. Ça vous trouble pas un peu? Non, ça me trouble pas. Je connais François Bayrou depuis longtemps et je sais qu'il remettra les choses en place. Et la vérité, il est serein ou pas? Il vous en a parlé ou pas de cette audition? Oui, je l'ai eu régulièrement. Alors, il ne me parle pas que de ça, mais c'est un sujet qui se prépare sérieusement. C'est une commission d'enquête, il faut prendre les parlementaires au sérieux. Si la commission d'enquête veut elle-même se prendre au sérieux, je rappelle qu'elle n'est pas que sur le sujet Betaram. Elle est sur l'ensemble des faits qui sont produits dans les établissements. Parce que M. Vanier et d'autres disent M. Bayrou savait à Betaram, et en Bretagne, et dans les Hauts-de-France, et en Île-de-France. Manifestement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un dysfonctionnement. C'est d'ailleurs en cela que la commission d'enquête peut être utile. C'est un dysfonctionnement majeur qui a fait que aucun ministre de l'Éducation nationale, aucun ministre de la Justice ne s'est dit on a un problème structurel, pas d'un établissement ou d'une personne dans un établissement. On a dans plein d'établissements soit le recours à la violence éducative ordinaire, comme on appelait ça, soit on a des violences sexuelles qui relèvent pour le coup déjà du pénal. Donc on a besoin de s'interroger sur ce qui fait, non pas que... Tout le monde sait pourquoi les victimes se taisent. Malheureusement, c'est un phénomène très documenté et très vu. Mais pourquoi aucune alerte n'a sonné dans l'ensemble de ces établissements? Les victimes, elles parlent. Amandine recevait hier ici même Jean-Marc Véron, le père d'une victime, qui a annoncé son intention de porter plainte pour non-dénonciation de crime contre le Premier ministre. François Bayrou a menti. Il sait très bien depuis 1996 ce qu'il se passait. Mais pardon, il y a déjà eu deux plaintes qui ont été déposées, qui ont été classées. Bon, donc on peut. La question dans cette affaire-là, vous voyez bien que si c'était le sujet que François Bayrou avait été complice de quoi que ce soit, on n'en serait pas là. Le sujet serait autrement plus grave pour lui. Mais la gravité de la situation, c'est pourquoi à Betaram et ailleurs, je répète, vous avez des dizaines d'établissements où aujourd'hui on dit il y a eu des problèmes. C'est pas Bayrou est responsable de tout, mais pas de tout. Et donc on a un sujet de responsabilité collective. Il ne faut pas se défausser de la responsabilité collective que nous avons. C'est pourquoi on n'a pas vu collectivement. Mais il n'y a pas à chercher des complices ou des coupables. Il y a à chercher qu'est-ce qui fait que plus jamais une alerte comme celle-là. Je rappelle que Bayrou, quand il est saisi de faits de violence, c'est le seul sur Betaram à faire une enquête. C'est le seul ministre. Donc il y a bien une question qui doit être posée collectivement d'un truc qui nous a échappé. Marc Fesneau, il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on se parle du texte sur l'aide à mourir, porté d'ailleurs par un député modem, Olivier Falorni. Un texte qui divise les participants au gouvernement, même l'ensemble des députés. Vous êtes sur quelle ligne? Est-ce qu'il y aura une discipline de groupe au modem ou pas? Non. On ne peut pas avoir une discipline de groupe sur des sujets qui renvoient à sa conscience, qui renvoient à son histoire, qui renvoient à ce qu'on a pu vivre les uns et les autres. Jamais de discipline de groupe sur des sujets comme ça. C'est d'ailleurs ce que je crois. Vous soutiendrez, vous, ce texte? Alors, la partie soins palliatifs, oui. Soins palliatifs, elle ne fait pas de débat. Elle fait pas de débat. Alors qu'encore qu'hier soir, j'y étais un peu, il y a déjà des débats. Mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant de se dire c'est quoi les soins palliatifs, comment on veut les organiser, quelles sont les demandes. Sur la partie fin de vie, je demande d'avoir... Je veux dire, sur le fond, qu'on réponde à des situations que vous avez souvent citées sur votre antenne et sur d'autres antennes, je trouve ça normal. Je ne veux juste pas qu'on ouvre une boîte ou qu'on ouvre une porte sur quelque chose qui irait beaucoup plus loin, parce que j'entendais ce que disait Madame Saporta ce matin, c'est attention à ce que les plus fragiles
n'aient pas le sentiment qu'au fond, ils délesteraient la société d'un poids en acceptant de mettre fin d'une certaine façon à leur vie. Une sorte de fin de vie économique. Et moi, je pense que c'est pas nous. C'est pas un bon sujet de référendum, ça? Alors, il faut choisir dans la vie, pardon. Soit on fait débattre le Parlement, et on sait que c'est des débats qui sont compliqués, complexes, et qui ne sont pas une question oui ou non. Je pense que quand même, là, pour le coup, il faut laisser faire le Parlement. Et quand on voit la loi Leonetti-Claes, l'intelligence des parlementaires, il ne faut jamais en désespérer. Et parfois, elle est au rendez-vous. Merci beaucoup, Marc Fesneau, d'être venu ce matin sur RTL.